Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Je me suis rendu pour notre association à la conférence de presse au Volcan. C'était la présentation du festival Déviation, sa 3e édition, qui nous permet de voir des spectacles de création contemporaine, quelquefois hors des sentiers battus, des jeunes compagnies bien sûr, mais aussi quelquefois des créations originales qui peuvent nous déconcerter ou nous étonner, mais que nous accueillons toujours avec curiosité. Curiosité de l'inattendu, curiosité du bizarre, curiosité du nouveau, curiosité qui peut-être nous fait du bien. Nous, les directions des scènes nationales et plus généralement des théâtres publics, nous sommes particulièrement fébriles puisque depuis maintenant 3 ans, c'est vraiment la période où nous recevons normalement les notifications des montants de nos subventions de fonctionnement qui, comme vous le savez, n'ont pas tendance à être à la hausse en ce moment. C'est un petit euphémisme. Ou, comme c'est le cas cette année, c'est le moment où on devrait les avoir et on ne les a pas. Donc on est quand même dans un flou fort inconfortable. Ce sont aussi des périodes... Ces périodes de débat, en tout cas budgétaires et autres échéances électorales, qui font de la culture en général et de la création contemporaine en particulier, de potentiels sujets, ou pour ne pas dire cibles politiques, dont heureusement on est quand même aujourd'hui assez préservé au Volcan, avec, chez certains de nos collègues, remise en cause des programmations ou même remise en cause de la fréquentation, notamment de la part du grand public. Et pourtant, c'est là où je veux en venir, ce lancement de Déviation est toujours, pour moi, un moment joyeux, un moment très joyeux, donc un moment de confiance aussi, parce que ce festival, c'est le moment de partager avec nos chers spectateurs et spectatrices des découvertes artistiques, des expériences différentes de celles du reste de la saison, qui, même pour les professionnels que nous sommes, continuent de nous surprendre. Confiance aussi parce que, après déjà 3 années maintenant, je vois combien le public, combien les gens, les habitants s'intéressent à ces œuvres, s'en emparent. Certains des spectacles qu'on va présenter sont déjà complets ou presque. Combien ce public a la curiosité de venir voir, a aussi l'esprit critique, heureusement, pour aimer, ne pas aimer, mais toujours le plaisir de découvrir pour pouvoir en parler ensuite, être d'accord, pas d'accord, et puis continuer à revenir encore. Et ce, loin de tous les débats, pseudo-débats sur un élitisme supposé. Donc cette année encore, Déviation nous emmène à nouveau à la découverte de 13 propositions artistiques de toutes les disciplines, de compagnies de toutes générations, compagnies locales autant que nationales, internationales, avec toujours comme grands axes de la programmation la découverte des grandes tendances esthétiques de la création d'aujourd'hui, l'exploration, voire la remise en cause de la place du spectateur dans ou face au spectacle, les créations, les premières, et notamment la jeune création, avec 2 premières, toutes deux compagnies havraises qui sont représentées aujourd'hui et vont pouvoir nous en parler directement. Et puis cette année, une attention encore plus prégnante à l'enfance et à la jeunesse dès l'âge de 3 ans. Si l'on se pose la question de la place du spectateur, celle du jeune spectateur, évidemment, nous questionne encore plus, puisque en plus de cette question du rapport entre œuvre et public, vient se poser plus largement le rapport entre enfants et adultes, et puis la prise en compte de la parole des enfants. Vous allez voir où je veux en venir quand on va vous présenter les spectacles. Donc tout ça ici au Volcan, au Havre et aussi à Fécamp. On va vous présenter tout ça avec mon collègue Benjamin Fouet, qui est responsable de la communication et de la presse, et grâce aux documents et à tout le travail qui est effectué par toute l'équipe de communication du Volcan, qui est majoritairement ici dans la salle, avant de pouvoir nous retrouver autour du café pour échanger. Et puis je vais commencer tout de suite par les grands rendez-vous. Donc on va se retrouver en grande salle, mais vous allez voir que ça n'est pas parce que nous sommes assis dans notre
gradins et nos fauteuils habituels que nous n'allons pas être déplacés avec la première création de ce festival Déviation, celle de la compagnie havraise La Bazooka, qu'on ne présente plus. Le spectacle qui n'existe pas, mais dont Étienne et Sarah vont quand même devoir nous parler. Étienne et Sarah qui est en pleine période justement de répétition en ce moment. Je vous laisse nous en dire, vous présenter et puis nous en dire un petit mot. Bonjour. Bonjour. Et comme ça, je peux lui couper la parole. Oui, en fait, on est une compagnie havraise depuis 2002. On a une histoire très très proche avec le volcan depuis très longtemps. Et voilà, et je pense que la première chose pour nous, en tout cas, c'est de remercier Camille de nous avoir invités pour ce projet dans le cadre du Festival Déviation qui, je le disais à Camille tout à l'heure, nous soulage finalement d'une forme de poids, comme Déviation est un festival plutôt d'expérimentation, en tout cas d'essayer des formes peut-être étranges ou perturbantes ou étonnantes. Il se trouve que le spectacle qui n'existe pas, en tout cas dans ce qu'il en est encore aujourd'hui, on a encore 3 semaines de répétition, et correspond totalement à cette problématique. Donc voilà, c'est un spectacle qui est encore en chantier. On a encore quelques étapes de résidence et de répétition publique pour pouvoir être prêt, en tout cas on l'espère, le 3 mars ici pour la première au Volcan. Voilà. Je renvoie la tas de choses. Du coup, tu as un peu dit tout ce que j'avais, d'accord. Alors j'imagine que vous voulez savoir, mais qu'est-ce que c'est le spectacle qui n'existe pas? Mais je ne vais pas pouvoir vous le dire, parce que sinon on ne peut pas tout spoiler. Je pense qu'il y a une des choses qu'on peut dire, peut-être c'est un spectacle en audio-description pour des personnes voyantes. Voilà, ça peut être une piste, une hypothèse en tout cas, de ce que ça pourrait être. Tu me coupes pas la parole là? Non, d'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est aussi? En tout cas, nous, on avait vraiment envie de jouer avec l'imaginaire du spectateur, parce que c'est quelque chose auquel on croit, l'imaginaire, qu'on a envie de défendre, de défendre encore plus que tout. Je pense que c'est notre valeur la plus précieuse en fait aujourd'hui, l'imaginaire, bien plus que l'argent, bien plus que le pouvoir. En tout cas, c'est une forme de pouvoir qui, je crois, peut vraiment nous permettre de traverser, de surmonter énormément de choses, de déplacer des montagnes. Et je crois que ce spectacle, il est vraiment en hommage à ça, à l'imaginaire, à cultiver l'imaginaire, à le stimuler et à s'amuser aussi avec, pour quelquefois le dépasser, le retourner, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut dire? Moi, il y a un truc que je peux dire, c'est que dernièrement, on a présenté une étape de travail, donc 25 minutes, devant une commission d'experts du ministère. Et à la fin, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête quand elle m'a demandé ça, mais elle m'a dit, mais Étienne, ce serait bien que tu saches qu'est-ce que tu attends du public. Et là, bon, je crois que j'ai répondu par une sorte de pirouette, et après, en y réfléchissant, je pense que ce que j'espère, c'est en tout cas, c'est une forme d'étonnement. Voilà. Je ne sais pas si on va réussir à émouvoir les gens, je ne sais pas s'ils vont aimer, je ne sais pas s'ils vont détester. Mais en tout cas, voilà, ce que j'espère, c'est étonner les gens à certains endroits, et que ça soit un espace de partage, en tout cas, avec vous et avec des spectateurs. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment ça qui, moi, en tout cas, me motive sur cette création. Et voilà, comme beaucoup de pièces de la Bazooka, même toutes les pièces, je crois, on est reparti à zéro, c'est-à-dire que c'est un peu terrible pour nous, mais en fait à chaque pièce on repart à zéro et c'est toujours très angoissant finalement. Et là il se trouve qu'à 3 semaines de la première, on est encore, je crois, Sarah et moi, avec cette sensation d'être toujours au point zéro et que plus ça va, plus on se rapproche du saut final pour le 3 mars. Mais que voilà, on est toujours finalement motivé par cette idée de s'étonner nous-mêmes
pour espérer, en tout cas, étonner nos spectateurs. Voilà, je pense que... Ah oui, et je peux te dire qu'il y a donc 3 interprètes. Oui, mais ça, c'est dans le programme. Hein, donc, Bon, en tout cas, ceux qui attendent cet événement, il y aura Sarah Crépin qui sera au plateau. Et il y aura aussi Alec Boff, qui est un musicien belge, d'origine brésilienne. Ça ne se voit pas du tout sur son visage. Si je vous dis brésilien, je pense que vous imaginez pas son visage. Mais qui était déjà sur la création qui s'appelle Nos Rituels, si vous l'avez déjà vu ici et au Volcan. sur la crèche vivante. En fait, c'est vraiment un fidèle collaborateur. Voilà, il fait partie d'un duo qui s'appelle Alec et les Japonaises, qui est un musicien, mais qui est aussi, comment dire, une personne qui est capable de rayonner quoi qu'elle fasse de la musique, qu'elle chante, qu'elle ne fasse rien. Voilà, nous c'est une personne. On a rarement rencontré quelqu'un qui soit autant capable de rayonner sur un plateau. Et il y aura aussi Julien Flamand, qui pour les Havrais est une personne assez connue parce que c'est un acteur, un comédien qui a beaucoup travaillé avec la compagnie Acté, qui était sur la pièce qui a énormément eu de succès, qui est Borges Goya, mis en scène par Arnaud Troilic, et qui est sur la pièce Le Crapaud. Alors, je ne sais plus le titre. Crapaud buffle, mais tout le monde l'appelle le crapaud buffle. Voilà, et qui est amené à tourner, à mon avis, énormément, dans lequel Julien a vraiment une partition excellente. Shanadat, bonjour. Bonjour. Alors vous nous proposez un spectacle sur la Formule 1, Tout à fait. ce qui est tout à fait original, parce que du coup j'aimerais savoir pourquoi ce choix. La Formule 1, c'est un monde où les femmes n'existent pas vraiment. Si elles existent, elles sont souvent en accompagnement des pilotes et on ne les voit pas dans les équipes techniques. Or, l'ingénierie est faite de femmes aussi. Mais oui, surtout à ce sûrement. niveau-là, sans doute, il y en a de grandes talentueuses. Et sur les pistes, sur les circuits, il n'y a pas non plus de femmes en Formule 1. On en a croisé une ou deux sur les dernières années. Si on a choisi la Formule 1, c'est à la fois pour son rapport au capitalisme et à la prouesse technique, C'est vrai. parce qu'on a un niveau de technique et de prouesse technique vraiment important, Oui, et à la fois parce qu'il n'y a aucune femme, et pourtant, il y a des fans de Formule 1 qui sont des femmes, et il y a des femmes qui travaillent dans ce milieu-là. c'est ça. Donc notre choix a été de prendre ce monde-là, mais de le transposer au féminin. C'est-à-dire que notre pilote principal ne sera pas un homme, mais sera une femme. Et le personnage principal, c'est une journaliste qui se prend de passion pour une pilote. Voilà. Donc c'est aussi une femme. Une pilote qui a existé. Une pilote qui, elle, n'a pas existé, N'a mais pas qui existé. est inspirée d'un grand Voilà. pilote qui s'appelle Ayrton Senna. Et c'était un homme. C'était un homme, mais pour nous, ça devient une femme. Bon, d'accord. Mais sinon, des femmes pilotes, vous n'en avez pas eu connaissance? Non, il en existe en Formule 1, j'entends. Hein, parce oui, qu'en bien Formule sûr. 3 et en Formule 2, il y en a un peu plus qu'en Formule voilà, 1. d'accord. Mais en Formule 1, il y en a eu une en fin du XXe siècle, dont je ne me souviens même pas du nom parce que on Oui. s'y est pas intéressé. Oui, oui. Mais autrement, dans ce spectacle, autant il y a autant de personnages féminins que masculins, autant les pilotes sont des femmes. Oui, et c'est ça. les écuries sont faites par des femmes. C'est-à-dire que vous rêvez d'un monde où les femmes pilotent. Oui, parce que petite, Juliette, la metteuse en scène et co-autrice, Juliette Fribourg et moi-même, quand on a écrit ce spectacle, on s'est rendu compte qu'on aurait aimé avoir ce genre de proposition aussi Bien sûr. sur un plateau. Complètement. Même si le monde de la Formule 1 est un monde qui est critiquable à beaucoup d'égards, on s'est dit que sur un plateau, on aimerait rêver à une possibilité que ce monde-là, avec tous ses défauts, soit aussi attribué à des femmes. Bien sûr. Est-ce que vous êtes allé voir des courses? Vous avez C'est trop fréquenté cher. un peu? Ah non, c'est vraiment trop La cher. Formule 1, c'est très, même dans très les cher. coulisses, même Ah, auprès c'est- des équipes techniques. C'est devenu inaccessible la Formule 1, comme on l'entend aujourd'hui. Ah. Je pense que dans les années 80 et 90, c'était quelque chose de plus accessible. Aujourd'hui, c'est toute une affaire financière Ouais. et c'est extrêmement protégé. Tant il y a des millions, voire des milliards engagés. Oh là là. d'euros. Ah oui, oui. Donc, nous ne sommes pas allés voir de matchs. Oui. Nous ne sommes pas allés voir de courses. Mais bon, on en a rêvé autant que... On a été à la même place que la plupart des gens devant leur télé un dimanche après-midi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais votre journaliste, elle mène une enquête. Notre journaliste mène une enquête où il n'y a plus rien à enquêter. C'est-à-dire que l'affaire d'Ayrton Senna, l'accident de Ayrton Senna, la manière dont la voiture a foncé dans le mur, la manière dont l'écurie Williams-Renault
a pris le relais sur la question de la responsabilité, le procès qu'il y a eu derrière, le procès médiatique qu'il y a eu pendant des années, Mais oui, a déjà tout dit. oui, d'accord. C'est un accident, Ah oui, oui, oui. avec des étrangetés. Mmh. Mais c'est un accident. Et notre journaliste, qui est à une époque à la fois de sa vie où elle est un petit peu en questionnement sur son métier, et à la fois à une période où on a, une fois qu'on a un ordinateur, on a déjà beaucoup d'éléments. On n'a presque plus besoin d'aller chercher des gens dans le monde. Ce qui est c'est une question dans le spectacle, c'est pas une conviction que j'ai moi. Entendu. Elle est dans sa chambre et elle enquête sur son ordinateur. Elle se refait les images. Voilà. Image après image, elle reconstitue en permanence, Ah, c'est ça. elle revit en permanence l'accident. C'est ça. Parce qu'il a eu lieu à la télé, Ah oui, cet bien accident. sûr. Mais c'est aussi peut-être une pièce sur le rôle de la télévision, le rôle Exactement. de l'image. Le rôle des médias. Images, comment on voit les images. Oui. Qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles disent pas, qu'est-ce qu'elles laissent entendre. Exactement. C'est à la fois le rôle de l'image qui, instantanément, fige quelque chose, et à la fois qui peut se répéter comme une histoire. Oui. Parce qu'on peut les refaire, les images. Bien sûr. Elle les revoit en boucle sur YouTube, cette Oui. journaliste. C'est dit comme ça. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, les fans d'Ayrton Senna, qui sont, ça se compte par milliards de personnes, se sont refait les images pendant des années. Et la mélancolie, à partir de ces images-là médiatiques, prend le dessus. Parce qu'on en fait notre histoire. C'est un héros de toute façon. C'est un héros. Oui, c'est ça. C'est un héros parce qu'il avait aussi beaucoup de failles et de faiblesses. Oui. Et je pense qu'il ressemblait aux gens. Ah oui, oui, Il oui. était entre guillemets normal et à la fois il avait quelque chose de titanesque. Oui. Ouais, sûrement, comme la plupart des coureurs. Ouais. D'ailleurs. Je crois que c'est très physique. Hein, Ils peuvent perdre plusieurs kilos sur c'est des ça. heures de circuit. Ouais. Et est-ce que vous êtes intéressé aussi au machisme, peut-être, de ces équipes, de ces mondes masculins, un peu virilistes? Oui, tout à fait. Alors, sur notre premier spectacle, Le combat du siècle n'a pas eu lieu, qui était un spectacle sur le tennis et le sexisme dans le journalisme sportif, on l'avait pris de manière frontale, la question du sexisme et du machisme. Oui. Dans le deuxième spectacle, on a justement désamorcé en créant un monde féminin. Ah voilà. Donc cette fois, ce n'est pas, on n'agit pas en contre, on crée le monde qu'on aurait aimé avoir. Oui. Avec, ah oui, c'est intéressant. Oui, avec tout ce qu'il a de défauts à nouveau, Bien parce sûr. que il me semble aussi intéressant de donner des défauts à des personnages féminins. Autrement, ils ne sont pas réels. Ah oui, non, ça va pas du tout, on va pas en faire des saintes. Ouais, donc on a gardé Oui. on a gardé l'étrangeté de la Formule 1, donc son espèce de dichotomie entre la prouesse et la destruction, mais c'est un monde féminin. Ah oui, c'est voilà. comme ça qu'on l'a pris cette fois. Oui, c'est ça. Oui. Bon, bah écoutez, on vous donne rendez-vous pendant le Festival Déviation. Avec grand plaisir, on sera là tous les soirs. Vous serez au Théâtre des Bains-Douches. Oui, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Shanada. Merci. Émilie Rousset poursuit son exploration de nos archives contemporaines à partir de rencontres avec des avocates et des justiciables en Europe dans le domaine de la justice familiale, comme le nom du spectacle l'indique. Elle y retrace des récits réels, intimes, de personnes confrontées au droit et questionne la justice comme un endroit de transformation de la parole. Donc sur scène, on retrouve 7 acteurs et actrices européennes et européens qui vont rejouer ces rencontres. Donc on va retrouver un personnage d'avocate spécialisée dans les enlèvements d'enfants, une autre avocate experte en droit des familles LGBT, le père italien d'un enfant né par GPA et qui donc n'arrive pas à faire reconnaître en fait la paternité, mais aussi une policière catalane des Mossos d'Esquadra, qui sont les équipes, en tout cas de la police catalane, spécialisées dans l'enregistrement des plaintes pour violences intrafamiliales. Et puis plein de sujets pas faciles, des dénonciations d'inceste réduites au silence, mais aussi des victoires devant la Cour européenne des droits de l'homme. Fidèle à son habitude, en fait, à son travail, Émilie, dans ce spectacle, joue des juxtapositions du jeu des comédiens sur des témoignages réels, entre le document, sa représentation, ce qui nous permet quand même d'entendre justement des récits qui peuvent être pas évidents, pour le coup, et de les mettre en perspective. Voilà, elle nous invite au plus près, littéralement, puisqu'il y a vraiment, c'est un dispositif en bifrontal en partie sur le plateau. Elle nous invite au plus près de ces dossiers où chaque situation jugée met au défi la justice et interroge notre société tout entière.
Voilà pour Affaires familiales, qui a été présenté, donc créé au Festival d'Avignon 25 et puis présenté dans le cadre du Festival d'automne. Et puis après le spectacle qui n'existe pas et Affaires familiales, donc le troisième spectacle présenté en grande salle du Volcan, c'est de la danse théâtre, c'est Diptyque de la compagnie belge flamande Peeping Tom, qui est vraiment une compagnie reconnue. Et donc le diptyque est composé de 2 pièces, comme son nom l'indique, The Lost Room et The Missing Door. Et comme toutes les créations de la compagnie, elle se présente dans un univers très lynchien, en l'occurrence, lynchéen, je ne sais pas comment on dit, tout ce qui se rapporte au cinéaste David Lynch. Donc c'était des pièces qui avaient été créées d'abord séparément par les 2 chorégraphes Franck Chartier et Gabriela Carizzo en 2013 et 2015 pour le Netherlands Dance Theater, puis qui ont été repris et associés par la compagnie en 2020 et qui tournent depuis dans le monde entier avec beaucoup de succès. Ça fait plusieurs années qu'on avait envie de les faire venir en Normandie, donc on y arrive cette année en organisant une tournée avec nos collègues du Tangram à Évreux. Ici, donc, la danse fascinante et bouleversante de Peeping Tom nous invente des univers fantasmatiques, tels des rêves éveillés, toujours à la croisée de la danse et du théâtre. Les décors des 2 pièces sont différents, sont des décors propres, qui sont aussi précis que des plateaux de cinéma. L'un évoque un salon avec un couloir, en tout cas rempli de portes qui ne s'ouvrent pas. Et le second se déroule dans une cabine de bateau et nous plonge dans le monde intérieur des 10 personnages. Donc les 10 interprètes de Diptyque évoluent dans ces espaces desquels ils ne peuvent pas s'échapper, en quête d'un idéal ou de leurs rêves et de leurs espoirs. Et ils semblent à la fois perdus et errants dans ce labyrinthe, guidés par des forces naturelles vers un destin que nous allons découvrir. Violette Rouxel, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la conférence de presse pour le festival Déviation. Et alors ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est dans le fond cette nouveauté dans le festival, c'est-à-dire le spectacle en direction des enfants. Oui, exactement. Là, Déviation fête sa 3e édition et c'est assez nouveau cette année. On essaye d'ouvrir un petit peu le festival au jeune public. Donc en général, le festival il s'ouvre quand même à tous les âges, de l'enfance à l'âge adulte. Mais là, cette édition, on propose notamment 3 spectacles à destination du jeune public. Je peux vous parler par exemple du spectacle qui écoute enfin la parole des enfants, de la compagnie Division de la Joie. C'est un spectacle qui jouera en petite salle le 19 et le 21 mars. Et ça, c'est assez déroutant parce que déjà, on a une jeune fille au plateau, parmi les comédiens, qui va essayer, en fait, tant bien que mal, de s'exprimer, de prendre la parole. Oui. Et on va se rendre compte que les 2 adultes qui sont là ne vont pas lui laisser la place qu'elle mérite. C'est une situation qu'on peut retrouver dans la vie. Et je pense justement que c'est quelque chose qu'ils ont essayé, dont ils ont essayé de s'inspirer en fait, c'est de le retranscrire avec humour sur le plateau. Et donc voilà, on va voir qu'au bout d'un moment, la fillette, elle va dire que non, ça ne va pas se passer comme ça. Et elle va essayer de retourner la situation et d'assumer sa position. Voilà. Je peux aussi parler, par exemple, des Songes d'Angèle. Oui. Alors, les Songes d'Angèle, c'est un spectacle qui s'adresse à un public bien plus jeune, qui est créé par le duo Cléda et Petit Pierre. Les Songes d'Angèle s'adressent à un public à partir de 3 ans. Donc déjà, donc Déviation, ça montre aussi que c'est pour les tout petits. Là, on a de la danse et de la musique, et c'est un spectacle qui fait la part belle aux créatures merveilleuses. On a un enfant qui va rencontrer une créature lapin, oiseau, un peu fantastique, et cette rencontre va donner lieu à un récit très doux, très intime, très mignon. Voilà. Et ça aussi, c'est au Volcan le 18 mars. Oui, voilà.
Et le troisième, c'était... Le troisième, qu'est-ce que c'était Lévi de Léon. Voilà, c'est ça. Lévi de Léon du Birgit Ensemble. Donc ça, c'est un spectacle à partir de 9 ans. Et le sujet, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, là c'est plus grave. C'est plus grave, mais en même temps, c'est un sujet qu'il faut garder en mémoire, même pour les enfants à partir de 9 ans. Il faut leur en parler, oui, c'est important. Et le Birgit Ensemble, là, va vraiment créer un système un peu immersif pour les enfants, puisqu'ils vont porter un casque. Ah voilà. Où du coup, les voix des comédiens vont être retranscrites en direct dans le casque, et ça va donner en fait une sorte d'intimité. Ouais, c'est ça. Oui. Ils vont, en fait, les voix des comédiens vont être directement au creux de l'oreille des enfants. Voilà. À ça vont être ajoutés des sons un peu immersifs qui vont être en lien avec l'histoire. Oui. Et pour autant, les comédiens se trouvent en face. Voilà, donc il y a un système un peu assez original, Voilà, qu'on ne voit pas oui, souvent. oui. Et qui va vraiment les emmener au cœur de l'histoire d'un jeune homme qui est un jeune juif polonais exilé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Alors finalement, ces 3 spectacles sont légèrement différents de ceux que nous voyons lors du festival Ad-Hoc. Oui, en fait, que ce soit dans la thématique ou dans la forme, ils s'inscrivent dans le festival Déviation parce qu'ils soit ils traitent une thématique qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir. Donc là, par exemple, la Seconde Guerre mondiale pour des enfants de 9 ans, c'est vrai. Voilà, c'est un sujet qui est assez... qui n'est pas tout à fait évident. Bien sûr. Et par exemple, le spectacle qui écoute enfin la parole des enfants, c'est un spectacle qui s'adresse aux enfants, mais on peut aussi le voir en tant qu'adulte et avoir du coup cette vision en tant qu'adulte qui sera complètement différente de la vision des enfants. Bien sûr. Partager ces moments-là en famille. Oui, voilà, c'est ça. Mais écoutez, Violette Rouxel, un grand merci. Merci beaucoup Isabelle. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez le 1er mars, c'est le dimanche à 15h, une visite guidée du cimetière Sainte-Marie intitulée Femmes du cimetière Sainte-Marie. C'est une visite à 2 voix avec le comédien Jean-Pierre Guiner et la guide Anne-Charlotte Perret, guide conférencière agréée par le ministère de la Culture. Alors cette promenade permet de découvrir des Havraises de chair ou de pierre, toutes ces femmes qui seront à l'occasion mises en lumière et réinscrites dans l'histoire à l'occasion d'une visite exceptionnelle organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Je vous donne rendez-vous peut-être à notre prochaine Assemblée générale. Je vous signale également que nous proposons un bon plan à la cartoucherie de Vincennes le 19 avril pour voir la 2e partie de la création d'Ariane Mouchkine. Ici sont les dragons qui nous expliquent de manière si claire ce qui se passe en Russie et surtout, hélas, en Ukraine. Je vous invite bien sûr à adhérer ou à réadhérer. Rejoignez-nous. Bonne semaine à vous. À dimanche prochain.